Audio Jungle. La carte du football européen, nous la visitons ce vendredi. Nous irons à Nyon en Suisse pour évoquer le tirage au sort des huitièmes de finale de C1 avec des retrouvailles. Même cas de figure pour Catalans et Diables Rouges en C3. Les affiches commentées par les spécialistes, les majeurs. Notre loupe sur les sorties des escouades en Allemagne, en Italie, en Espagne. C'était en semaine en attendant le dernier chapitre d'avant la Coupe du Monde. On en parle dans la deuxième partie. La troisième se penche sur le jeu défensif, voire béton en football, prôné par quelques entraîneurs et pas des moindres, moins esthétique, mais gagnant parfois. Que recherchent réellement les supporters dans les stades? Victoire ou spectacle, ou encore bien les deux? Le sujet fait l'objet de débats des spécialistes. Une émission Plateau Foot Europe, une chaîne Sport FM. Quel plaisir de vous savoir toujours fidèle à notre écoute. Théo Ajavon derrière la console technique. Vidéo de ce numéro est signé Elom Adovon, 763e numéro de votre mag. L'aventure démarre. Et nous allons nous retrouver avec nos spécialistes avant de rentrer dans le vif du sujet. 764e, voilà, on va corriger les choses pour faire bien, faire mieux. Franck, bonjour, bienvenue. Angelo, bonjour, bonjour Delanov, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices. Vous vous portez bien? Ça va, on peut y aller. Beaucoup de courage. Ben, ça doit aller. Comme toujours. Mon cher Delanov, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à Franck aussi, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Vous vous sentez comment ce matin? Je me sens en forme. En forme. Comme d'habitude. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, messieurs, je voudrais que vous vous mouilliez sur quelque chose qui vous tient à cœur en matière d'actualité. Peut-être les listes d'avant Coupe du Monde ou autre chose, Franck. Ben, c'est un peu l'actualité, avec des surprises, avec des joueurs qui se sont également blessés au dernier moment. C'est dommage pour eux. C'est la grande messe du football mondial. Donc voilà, il y a beaucoup d'actualités, beaucoup d'activités autour de cette information. Exactement. Mon cher Dela? Oui, naturellement, cette Coupe du Monde qui arrive avec les sélectionneurs qui publient les listes ici et là. Oui. Et on a suivi quelques vidéos aussi quand je prends la conférence de presse de Tite, par exemple du côté du Brésil, lorsqu'il annonçait sa liste. On a vu la joie qu'Anthony a eu avec sa famille, Richarlison et aussi Pedro, qui a eu à demander de ce fait la main à sa copine pour pouvoir épouser. Ce sont des choses qui nous attirent et on sent véritablement que oui, quoi qu'on dise, cette Coupe du Monde, ce n'est pas forcément la plus belle qui arrive en matière d'engouement. En tout cas, ça laisse encore quelques suspens. Pourquoi pas ne pas aller suivre cela? En tout cas, nous, on aura le temps pour vous faire vivre cette Coupe du Monde sur Sport FM à travers nos différents plateaux, avec toujours l'accompagnement de nos partenaires à qui nous disons un grand merci. Alors, on va commencer l'aventure de Plateau Foot Europe avec... Nous sommes du côté de Nyon, en Suisse, la maison du football européen. C'était lundi dernier avec la cérémonie du tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Franck, qu'est-ce qu'il se dit en Allemagne après avoir vu le Bayern tirer le Paris Saint-Germain? On pourra dire encore une fois. Encore une fois, puisque ça fait, on va dire, déjà 6 matchs depuis 2017. Les deux clubs se retrouvent, le PSG et puis le Bayern. Lorsqu'on retrouve Thomas Müller qui dit maintenant il n'y a plus Paris Saint-Germain, au revoir. Mais beaucoup de qualité dans la liste de Christophe Galtier. Beaucoup de respect à cette équipe française. Parce que là, souvenez-vous, il y a, on va dire, 2 saisons, le Bayern a été éliminé par le Paris Saint-Germain en quart de finale. Il y a eu cette finale en 2020 perdue par le club parisien. Donc c'est deux clubs qui se connaissent parfaitement et que lorsque vous vous retrouvez dans ces genres de compétitions, surtout pour le Bayern, éliminé en 8e de finale l'année dernière par Villarreal, le club bavarois n'aimerait plus vivre, on va dire, ce cauchemar. Donc ça annonce un match intéressant parce que là, c'est deux clubs qui disposent de joueurs intéressants,
qui ont de l'expérience, qui ont connu cette compétition, qui ont du recul. Donc, on s'attend à un match assez disputé. On se frotte déjà les mains, juste à voir cette affiche Paris Saint-Germain, Bayern Munich. Un mot là-dessus avant de passer à Liverpool, Real Madrid, qui reste également du déjà vu. Oui, ces deux affiches-là restent déjà c'est du déjà vu, comme vous l'avez dit. Mais vous savez, c'est aussi ça, la réalité du football européen. Quand vous voulez aller chercher le Graal là, qu'est la Ligue européenne des champions, il faut s'affronter, il faut jouer les gros. Et cette affiche... N'importe qui ne gagne pas la Ligue des champions. N'importe qui ne gagne pas cette coupe européenne. C'est pas quand même Midtjylland ou bien voilà, non. Le PSV ou Nantes ou je ne sais quelle autre équipe. C'est du gros. C'est du lourd. C'est du lourd à tous les niveaux. Oui. Si vous voulez aller remporter ce trophée-là, il faut remporter les gros. La saison dernière en est la preuve pour le Real Madrid. Oui. Pour aller chercher ce trophée-là, il a fallu que la Maison Blanche batte Chelsea, batte Manchester City, le PSG. Voilà. Et Liverpool en finale. Et donc, pour moi, ce sont des affiches qui va drainer beaucoup de tentation. Oui. On verra ce qui sera fait, en tout cas avec ces deux affiches-là. D'accord. Il y a également un intéressant Milan AC Tottenham. Les deux équipes, on les verra d'ici février ce qu'elles pourront accomplir comme tâche sur la pelouse. Bruges Benfica, on pourra dire que le club belge s'en sort un peu mieux. Oui, c'est un tirage, on va dire, équilibré lorsqu'on voit un peu ce que les deux clubs ont produit dans leurs groupes respectifs. Benfica, je pense que finissant premier de leur groupe. Benfica dans le groupe du PSG. Exactement. Le FC Bruges a perdu son match sur la dernière sortie en groupe. Je pense que oui, c'est un tirage équilibré. Maintenant, lorsqu'on va parler d'expérience, de vécu, de recul, j'ai envie de dire que l'avantage a un tout petit peu pour le club portugais. D'accord. Maintenant, Bruges reste sur une certaine confiance, une certaine dynamique. Et là, il faut vraiment aller suivre ce match-là. Je reste avec vous pour parler des clubs allemands. Dortmund face à Chelsea, Francfort qui accueille le Napoli et puis Leipzig qui rencontre Manchester City. Sur le dernier match, c'est un peu déséquilibré. On sait que Manchester City a les armes pour aller rapidement. On doit se méfier quand même de On doit se méfier. Ce n'est pas du gâteau servi au Sky Blues. C'est-à-dire qu'il faut être sérieux. Lorsqu'on voit un peu Christopher Nkunku et tous les autres, les Simakan, qui sont très en forme. Mais là, d'ici février, beaucoup de paramètres peuvent rentrer en ligne de compte et ça peut changer beaucoup de choses. Donc, il faut faire très attention parce que le groupe de Leipzig gagne en confiance. Sur certains matchs des phases de poule, les Citizens n'ont pas prouvé, n'ont pas montré leur valeur, leur force. En témoigne des 0-0 face à Copenhague, par exemple. Un club, on va dire, pas de référence. Donc, tout reste à jouer. Lorsqu'on prend Dortmund-Chelsea, il y a match. Également, il y a match. C'est un peu équilibré aussi. D'accord. Parce du que 50-50. D'accord. Peut-être, on va dire 52-48, puisque lorsqu'on prend les dernières années, Chelsea garde quand même une certaine expérience allant gagner d'ailleurs la compétition. Il a gagné avec Thomas Tuchel la dernière fois, donc ce n'est pas rien. Ça veut dire que ça va jouer parce que les hommes de Graham Potter n'arrivent pas à concrétiser tout ce qu'on attendait d'eux. Ça reste un match à suivre aussi. Et puis le dernier match entre Francfort et Napoli. Du respect pour le club napolitain qui fait de très bonnes choses sur ces derniers matchs, tant en championnat, tant en Ligue européenne des champions, avec les Victor Osimhen, les Raspadori et puis Politano. Face à cette équipe de Francfort qui reste le tenant du titre au niveau de la Ligue Europa. Il faut également respecter cette équipe parce que personne ne l'attendait à ce niveau de la compétition, mais ils y sont parvenus. Ce qui veut dire que oui, ils vont jouer le va-tout pour aller accrocher peut-être cette équipe, j'allais dire, de Napoli. Que voulez-vous ajouter avant de parler de l'Inter FC Porto? Non, c'est surtout cette affiche-là entre le Milan et Tottenham. Parce que ce sont quelques affiches-là les plus ouvertes de ces tirages. On sait que Antonio Conte, pour avoir fait l'Italie, connaît très bien cette équipe du Milan AC. Et donc, pour aujourd'hui, c'est vrai que d'ici février, beaucoup de choses
choses peuvent encore se passer. Oui. Et pour moi, c'est l'une des affiches les plus ouvertes, comme je viens de le dire. Milan AC Tottenham. Milan AC Tottenham. Il y a aussi cette affiche-là, Napoli et puis l'Eintracht Francfort. Oui. C'est vrai que l'Eintracht Francfort en championnat, vainqueur de Ligue Europa, on le précise, tenant du titre. C'est cette équipe qui est vainqueur de la Ligue Europa qui a éliminé le Football Club Barcelone. Absolument. Merci de le rappeler. Et donc, ce qui veut dire que c'est une équipe aussi qui a, en tout cas, en son sein des joueurs de qualité. Et qui est ambitieuse. En tout cas, le japonais, Taishi Kamada. Qui reste le fer de lance de cette équipe-là. Et en tout cas, je crois que d'ici là, beaucoup de choses peuvent encore arriver. Et on espère vivement que surtout le Napoli, avec cette forme-là, que ce club a actuellement, puisse maintenir ce cap-là pour aller jouer. C'est très important pour aller jouer le 8e de finale. Maintenant, la dernière affiche. Inter Milan, FC Porto. Inter Milan et puis le FC Porto, ce sont quand même deux équipes, deux anciennes vainqueurs de cette Ligue européenne des champions. Mais sur ces dernières années, les deux clubs ont un coach en commun. Oui, José Mourinho. Et donc, depuis quelques années déjà, ce ne sont plus vraiment des équipes qui font peur sur l'échiquier européen. Maintenant, ces deux équipes-là ont quand même une chance pour aller chercher un ticket pour les quarts de finale. Tout à fait. À eux de pouvoir faire le job nécessaire. Nous, on attendra de voir véritablement qui d'entre ces deux-là vont quand même aller chercher le ticket. Que des affiches en tout cas alléchantes et intéressantes à suivre à partir du 14 février de l'année 2023. Ça sera le match aller et les rencontres retour ont lieu le 21. Toujours, on aura le plaisir de vous commenter ces affiches de 8e de finale de Ligue des Champions. Désormais, nous parlons de la petite sœur. En Ligue Europa, il y a eu en tout cas le tirage au sort des 16e de finale, soit les barrages de cette compétition. On pourra vous citer Séville, PSV Eindhoven, Leverkusen qui pioche l'AS Monaco, le Sporting Lisbonne qui croisera la route de Midtjylland, Nantes sera en déplacement du côté du Piémont pour défier la Juventus Turin, Salzbourg va jouer contre l'AS Roma de José Mourinho, Union Berlin joue contre l'Ajax Amsterdam, face à face, Shakhtar Donetsk, Rennes, et puis ce choc aux 8 étoiles. Quand on fait référence aux Ligues des Champions gagnées par les deux clubs, Barcelone en a 5, Manchester United en a 3. Les deux se retrouvent en Ligue Europa, les copains de jeudi là. On peut dire que c'est une finale avant la lettre, les copains de jeudi. Un grand doit tomber. Oui, personne n'attendait forcément au début de la saison ces deux clubs à ce niveau. Ils sont appelés souvent à jouer en Ligue européenne des champions. Maintenant, ils sont en Ligue Europa. C'est une compétition qui a de la valeur à ne pas négliger. On va dire tout simplement que Manchester l'a déjà gagné. Exactement. A gagné la Ligue européenne des champions, aussi le Football Club Barcelone également. On se souvient l'année dernière, cette équipe a été surprise par Francfort qui finalement va gagner la compétition. Donc ça annonce un match entre deux clubs qui restent des références sur le continent européen. Donc malheureusement un grand doit tomber. Je ne sais pas trop comment vont-ils se prendre, mais ça reste un match, une très très grosse affiche, une finale avant la lettre, j'allais dire. Les deux clubs, on pourra dire qu'aujourd'hui, ils sont à leur place, vu ce qu'ils montrent depuis 2-3 dernières saisons. Affirmatif, ces deux clubs sont à leur place. Si vous prenez Manchester United, c'est vrai que c'est le club le plus titré de la Première Ligue, mais depuis quelques années... Un des clubs les plus riches de la planète football. Mais depuis quelques années, ce n'est plus vraiment ça en termes de performance sur le terrain. C'est vrai que, si vous prenez ce groupe-là, actuellement, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Rashford, il y a des joueurs de qualité. Exactement. Mais les performances ne suivent vraiment pas. Même chose pour le Football Club Barcelone, qui s'est endetté après le passage de José María Bartomeu
Bartomeu à la tête de cette institution-là. Et aujourd'hui, on sent que le club est dans le rouge, mais depuis que Laporta est venu, on sent que le club renaît un tout petit peu. Maintenant, sur les performances, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas encore ça. Quand vous prenez des grands matchs, les gros matchs, c'est difficile. Ils sont absents. Notamment les 2 matchs en aller-retour contre le Bayern Munich, des champions. Et contre l'Inter Milan. Exactement. Le Barça n'était pas forcément ridicule dans le jeu, mais le mental n'y est pas forcément. Le résultat en dit beaucoup. Le résultat en dit beaucoup. Maintenant, ces 2 équipes-là, en tout cas le Barça est reversé en Ligue Europa. Manchester United est déjà à ce niveau. Et en tout cas, pour moi, c'est une affiche à suivre. C'est une affiche à suivre. C'est déjà une affiche de finale de Ligue des Champions. Oui, 2011 et 2008. Non, 2008, c'était Chelsea United. 2009 et 2011, justement. Sous l'ère Sir Alex Ferguson. Et puis Pep Guardiola. Voilà. Donc, ce sont 2 équipes qui, à l'époque, c'était des fautes de guerre. Maintenant, ce n'est plus vraiment ça. Et pour moi, ils sont naturellement à leur place. Et ce qui est aussi intéressant, messieurs, c'est qu'il y aura Cristiano Ronaldo et Robert Lewandowski. Les 2 seront présents après le mondial. On les suivra de très très près. Franck, quelque chose à ajouter avant de partir vers les majeurs? Oui, c'est intéressant de voir qu'à ce niveau également, il y a des matchs qui donnent de l'envie, qui donnent, on va dire, cette ferveur. Juventus Nantes, pourquoi pas. Ça s'est déjà fait il y a, on va dire, plusieurs années. Nantes qui a gagné à domicile 3-2, mais c'était insuffisant pour pouvoir passer au tour suivant. Donc des affiches à suivre, des matchs à suivre. Pour le spectacle, certainement, on en aura pour notre compte. En tout cas, nous ne sommes que des privilégiés pour vivre des instants pareils en football. Nous continuons toujours notre aventure du foot européen. Fini pour les coupes interclubs cette fois-ci. Nous allons faire un clin d'œil, un gros clin d'œil au majeur. Première Ligue Express News. Messieurs, chers auditeurs, ça fait quand même bizarre, mais oui, ce sera la dernière levée pour l'année 2022 en ce qui concerne les championnats. Et on n'aura pas de Boxing Day, comme on le dit, mais on attend de voir. La Première Ligue, la levée 16 à partir de ce week-end avec des matchs attendus, notamment celui du leader Arsenal qui sera sur la pelouse de Wolverhampton. Franck, les Gunners vont chercher à finir en tout cas en tête avant d'aller prendre cette pause forcée entre guillemets de la Coupe du Monde. Forcément, on va vouloir gagner ce match, prendre 3 points et garder, on va dire, son leadership sur la Première Ligue anglaise, même si la dernière fois en Cup, je pense que le club a perdu. Donc les Gunners n'ont pas envie de pouvoir fléchir. Et contre qui? Contre Wolverhampton. C'est un club. Voilà, donc c'est un club qui connaît. Mais attention, on est en Angleterre. C'est un club qui connaît un début de saison compliqué, difficile. Même après l'arrivée de l'Espagnol, le nom m'échappe un tout petit peu. Vous Gonzalo Guedes ou de qui? Diego Costa. L'ancien de Chelsea. L'ancien de Chelsea qui est arrivé. Mais le club est en difficulté. Je pense que sur le papier, les Gunners sont vraiment l'occasion de pouvoir corser, de pouvoir prendre 3 nouveaux points. Mais attention, comme vous l'avez dit, ça peut surprendre. Attention, Brighton a fait la peau à Chelsea, tout comme Brentford en a fait à Manchester United. On parle de Chelsea justement qui sera face à Newcastle United. La curiosité, messieurs, c'est que Newcastle est actuel 3e de Première Ligue. Si jamais le championnat se terminait aujourd'hui, Newcastle sera en Ligue des Champions. Avec une seule défaite depuis le début de la saison. Parcours de champion presque. Parcours de champion presque. Ce n'était pas vraiment attendu. Ça, on le sait très bien. Maintenant, Newcastle, depuis le début de la saison. Mais ce n'est pas quand même une place volée. Ce n'est pas une place volée, vous l'avez dit. 7 victoires, 6 matchs nuls, et puis une seule défaite, comme je le disais. Ce qui veut dire que c'est une équipe qui est beaucoup plus compacte aujourd'hui que la saison dernière ou bien que les saisons écoulées. Et
pour moi, c'est vrai. L'appétit vient en mangeant, comme on le dit souvent. On ne voit plus Manchester United, on ne voit plus Liverpool, on ne voit pas forcément Chelsea. Et donc aujourd'hui, Newcastle sur le terrain en train de prendre les points qu'il faut. Et aujourd'hui, cette équipe est à la place qu'il faut. Actuellement, il n'a pas volé. Pas du tout. Pas du tout. Il n'a pas volé sa place. On attendra de voir, hein, surtout après le mondial. C'est vrai que dans cette équipe des Magpies, il n'y a pas forcément de ces internationaux-là qui iront disputer la Coupe du Monde. Ça sera un atout pour eux. Ça sera un atout pour eux jusqu'à aller disputer la finale. C'est vrai que il y a par exemple Trippier, mais il n'est pas forcément en odeur de s'inquiéter avec pour aller disputer tous les matchs de la Coupe du Monde. Alexander Isaac et tous les autres, Mitrovic et tous les autres là. C'est un facteur à ne pas négliger pour Newcastle. Et attention, après la Coupe du Monde, c'est là on verra forcément le visage de toutes ces équipes là qui aujourd'hui qui font la course en tête de leur championnat. Ce que vous dites est assez pertinent parce que là il y a plusieurs escouades truffées d'internationaux. À quoi on va s'attendre en ce qui concerne les performances à venir? Point d'interrogation. Liverpool à domicile joue contre Southampton. Les Reds pour l'instant 8e au classement avec déjà 4 défaites depuis le début de la saison. Tottenham 4e croise la route de Leeds United. Et puis un intéressant Manchester City Brentford à suivre ce samedi. Et puis dimanche on aura Fulham qui accueille Manchester United, actuel 5e du classement de la Première Ligue anglaise. Après l'Angleterre, on file vers... Aquí está la Liga Española. Alors messieurs, on a joué des matchs de Liga en semaine, l'acte 14 avec au total 25 buts inscrits. On va rapidement vous rappeler les résultats avec l'Espagnol Barcelone qui courbe les chines à domicile 0 but contre 1 devant Villarreal. Victoire de la Real Sociedad 2 buts à 1 sur la pelouse de FC Séville d'un certain Jorge Sampaoli. 1-0 pour Almeria face à Retafe, c'est le 6e revers de la saison du club de la banlieue de Madrid. Et puis Barcelone qui va s'imposer du côté de l'Osasuna Pampelune 2 buts à 1 avec cette curiosité, Franck. Piqué qui ne joue pas son dernier match, il prend un carton rouge avant même de fouler la pelouse. C'est quand même extraordinaire cette sortie de carrière. C'est bizarre. Il voulait faire ses adieux aux supporters du Football Club Barcelone à domicile, mais sur une décision de l'arbitre, il intervient, il parle, il lui envoie de sales mots. Et l'arbitre n'a pas hésité à lui des brandir... mots à ne pas répéter sur des antennes. L'arbitre n'a pas hésité à lui brandir un carton rouge. C'est malheureux. Normalement, il devait faire, on va dire, ses adieux devant son public. C'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire, mais c'est au football. Il savait que en faisant ça, il risquait quelque chose, mais il a fait... je pense que il a raté l'occasion de pouvoir partir dans les meilleures conditions. Maintenant, c'est pas grave, tout le monde sait qu'il partait déjà, il n'a plus rien à faire. Donc il va se consacrer maintenant à ce qu'il pense faire dans l'avenir. Il semble qu'il veut devenir le président du Football Club Barcelone. On verra bien. Il a toujours démontré. Il a toujours démontré. Sinon les moyens, c'est pas ça qui manque avec Gérard Piqué. Donc on attend de voir ce qu'il va se passer derrière. En tout cas, Gérard Piqué, on rappelle que le Barça est désormais leader de cette Liga avec 2 points d'avance sur le Real Madrid qui a gagné 2 buts à 1 face à Cadix ce jeudi. Oui, le Real Madrid était attendu, même si on savait qu'avec la victoire du Football Club Barcelone sur l'Osasuna Pampelune, en infériorité numérique également. Et le Barça a été assuré pour terminer champion de la mi-saison. Le Real, il fallait gagner pour rester dans les roues du Football Club Barcelone. Et c'est ce que cette équipe a su faire hier en venant à bout de Gatis 2 buts à 1. Il fallait le faire comme je viens de le dire. Et les hommes de Carlo Ancelotti ont su trouver les potions nécessaires, la potion magique là pour pouvoir prendre les 3 points de la journée. C'est vrai que ce n'était pas facile. Et Cadiz, quand on sait que la saison dernière a été un coupeur de tête, surtout pour le FC Barcelone. Ils en savent quelque chose. Et donc le Real Madrid a su bien faire les choses pour pouvoir gagner les 3 points de la journée, comme je viens de le dire. Alors messieurs, il y a une particularité, une stat qui nous intéresse dans cette Liga, c'est
que vous prenez le Barça, 33 buts marqués, 5 encaissés. Le Real en a marqué également le même nombre, mais 14 buts encaissés. Que se passe-t-il avec ce Real, avec cette défense Alaba Militao? J'ai comme l'impression que on n'a pas pour le moment réussi à trouver la stabilité qu'il faut. Vous savez que on ne remplace pas forcément dans les meilleures conditions quelqu'un comme Sergio Ramos, qui a porté, on va dire, cette défense sur plusieurs années, des années durant. Aujourd'hui, la paire Militao et puis Alaba, ce n'est pas forcément ça. Parce que souvent, Alaba joue sur le côté et parfois il joue dans l'axe de la défense. Mais son côté le plus préférentiel, c'est sur le côté. C'est sur le côté. C'est un joueur, un défenseur qui est formé pour jouer sur le côté. On sait qu'au Bayern, parfois également, il joue dans l'axe. C'est un joueur qui a de l'expérience. Mais le mauvais côté, c'est que cette paire défensive, pour le moment, ne marche pas fort. Il faudrait peut-être trouver une solution au niveau de Carlo Ancelotti pour permettre à ce que la Maison Blanche puisse avoir une assise défensive d'un club, d'un grand club, on va dire, parce que lorsque vous regardez les 14 buts, après 14 matchs, c'est-à-dire chaque match, un but. Il y a un souci là. Il y a un souci et ça ne ressemble pas au Real Madrid. Et c'est quand même assez curieux quand on sait que l'ADN du Real, c'est souvent sa défense. Mais là, curieusement, là où le Barça pêche souvent, c'est-à-dire en défense, vous pensez que Xavi a trouvé une clé pour enfin stopper l'hémorragie en défense? C'est le contraste aujourd'hui. Si vous prenez par le passé le Real Madrid, c'était cette équipe-là qui arrivait à contrer beaucoup plus ses adversaires, à ne pas prendre assez de buts. Et aujourd'hui, on voit que cette paire-là, comme Franck l'a dit tout à l'heure, Alaba et puis Eder Militao, ce n'est pas vraiment ça. Depuis la saison passée, c'est vrai que c'est cette paire-là qui est partie chercher la Ligue européenne des champions. Oui, tout à fait. Mais on savait très bien que c'était le talon d'Achille. C'était le talon d'Achille de cette équipe. On savait très bien que ce n'est pas vraiment ça. Ça ne coulisse pas vraiment bien. Surtout, si vous prenez toute la ligne défensive. Les 4 de derrière. Les 4 de derrière, Carvajal ou encore Vasquez. Dans l'axe de la défense, Militao et puis Alaba ou encore sur le côté gauche, Ferland Mendy. Ils ne sont pas vraiment aussi ça. Mais c'est devant que ça marquait beaucoup plus de buts avec Karim Benzema. Et ça compensait ce que... Voilà. Ça compensait un tout petit peu. Ils ont eu ce souci en Ligue des Champions. Ils ont eu ce souci-là en Ligue des Champions. Au Paris Saint-Germain ou à Chelsea. La saison dernière. Et en tout cas, pour cette première phase de saison en Liga, on voit véritablement que ce n'est pas vraiment ça. Et aujourd'hui, on sent beaucoup plus une solidité défensive du côté du Football Club Barcelone. 5 buts encaissés en 14 journées. Ce n'était pas... c'est rare. C'est rare de voir ça avec le Football Club Barcelone. Et surtout, il faut préciser cela. C'est aussi les prestations de Marc-André Ter Stegen du côté du Football Club Barcelone. C'est le dernier rempart du Football Club Barcelone qui revient un tout petit peu bien. En tout cas, ça peut faire du bien à la Mannschaft également. Et justement, puisque Hansi Flick lui a fait appel pour disputer la prochaine Coupe du Monde. Au classement, il y a le FC Barcelone qui est devant 37 points, 35 pour le Real Madrid. Troisième, il y a Real Sociedad, 26 points, 24 pour le duo Atlético de Madrid et puis Athletic Bilbao. On retrouve au classement des meilleurs buteurs les Pichichi, Robert Lewandowski, 13 buts, Iglesias, 8, et puis Muriqi, c'est un Kosovar, il nous vient du Kosovo. Il a marqué plus de la moitié des buts du Real Mallorca. Retenez son nom, Muriqi. Dans la 15e journée, ce sera cette fin de semaine. Barcelone accueille l'Espagnol, son voisin, c'est un derby catalan. Villarreal croise Valence. À une certaine époque, c'était un duel européen. Valladolid accueille le Real Madrid. Duel entre Atlético de Madrid, Elche, et puis Retafe de Gendakonam donne rendez-vous au Real Mallorca de Muriqi, justement. Attention à ce duel entre Muriqi et puis Gendakonam. Et nous poursuivons désormais, nous sommes du côté de... Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga.
Franck, on va essayer de parler avec vous de la belle forme du Bayern. Une balade en championnat en semaine. En semaine, pour le compte de la 14e journée de la Bundesliga, on a joué et le Bayern, vous l'avez dit, s'est promené. C'est une véritable balade face à cette équipe du Werder Brême, balayé 6 buts à 1. Les hommes en forme étaient présents, voilà. Müller, Choupo, Jamal Musiala. Donc c'était un festival pour cette équipe du Bayern qui n'a jamais reculé. Ils sont très en forme. Offensivement, ça va bien maintenant avec l'international camerounais qui depuis un moment fait partie du 11 titulaire de Nagelsmann. Vous imaginez comment il est appelé maintenant après le départ de Lewandowski? Choupo-Moting. Pourquoi pas? Il a bien, pour le moment, il assure très bien parce que lorsque le Polonais était présent, il avait que des bribes de match. Voilà, il prend confiance et il répond très bien lorsqu'on lui fait confiance. Donc 6-1 à l'arrivée en semaine pour le Bayern. Franck, on va parler de cette mauvaise entre guillemets nouvelle. Bon, même si de l'Union Berlin. Non, de Sadio. De Sadio, entre guillemets. On fait tout. On reste dans le conditionnel. Voilà, on fait tout du côté du Sénégal. Rien n'est officiel. On fait tout du côté du Sénégal pour que, même les marabouts sont mis à contribution. L'enfant de Bambali puisse participer à cette Coupe du Monde. D'ailleurs, la liste va pouvoir être rendue publique aujourd'hui par Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions de la Teranga. Donc, ce serait dommage, vraiment dommage de ne pas voir, on va dire, le meilleur joueur africain en Coupe du Monde. Mais j'ai comme l'impression qu'il va y aller. Forcément. Votre avis sur cette situation de blessure? La dernière fois, entre Franck et moi, ça discutait un tout petit peu. On se disait, est-ce qu'il avait besoin de jouer contre le Werder? Mais quand l'entraîneur vous met dans le 11 titulaire, vous ne pouvez pas refuser. Vous ne pouvez pas refuser. Et pour moi, il est allé sur... il n'est pas fautif. Il n'est pas fautif du tout. Maintenant, est-ce que c'est une très grosse blessure? On nous parle d'un tendon touché. D'un tendon touché. On attendra de voir. Mais ce qui est sûr pour moi... Dites-nous, vous avez les infos? Aliou Cissé va le mettre dans sa liste. Dans la liste des 26. Dans la liste des 26. Et pour moi, peut-être il va manquer le premier match. D'accord. Et derrière, on va voir l'évolution de sa blessure pour pouvoir le titulariser pour la suite de la compétition. Franck, les autres matchs avec vous et les autres résultats. On revient sur, encore une fois, la contre-performance de l'Union Berlin qui, après avoir perdu, a aligné un match. Qu'est-ce qui ne va pas là? On a comme l'impression que le leader, entre-temps, le leader de la Bundesliga commence par s'essouffler un tout petit peu. Attention. Parce que peut-être ils n'ont pas l'habitude de tenir, on va dire, à ce niveau de la compétition, de rester dans le fauteuil de leader. Fini la Dolce Vita. Peut-être. Donc, après la défaite, ils ont aligné à domicile un match nul face à Augsbourg. C'est quand même dommage pour l'Union Berlin, mais ça quand même permet au Bayern de revenir prendre un peu ce qui lui appartient. Et l'écart se creuse. L'écart se creuse. On va le voir au classement dans quelques instants. Leipzig qui a gagné face à Fribourg 3-1. Francfort qui n'a pas fait de cadeau à Hoffenheim. 4-2 à l'arrivée. Cologne a perdu à domicile face à Leverkusen, 1-2. Et Schalke qui finalement a gagné. A gagné 3 points. Ça n'arrive pas tous les jours depuis le début de la deuxième victoire de la saison. Deuxième victoire seulement pour le club de Gelsenkirchen. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Stuttgart et Hertha, c'est une victoire de Stuttgart sur Hertha 2-1. Bochum également a gagné. A gagné encore une fois. Bochum qui laisse la dernière place à Schalke. Depuis un moment. Et c'est une victoire face à Mönchengladbach 2-1. Et Wolfsburg a dominé aussi le Borussia Dortmund. 33 buts au total ont été marqués. Et puis les meilleurs buteurs, ils sont les mêmes dans l'ordre. On a Christopher Nkunku qui est très en forme. 12 réalisations en 14 journées. Niklas Füllkrug 10. Et Jamal Musiala qui boucle le top 3 avec 9 réalisations. Le classement donne ce qui suit. Bayern premier, 31 points. Union Berlin est deuxième, 27 points. Vous l'avez dit, l'écart se creuse. Exactement. Troisième, Fribourg, 27 points aussi. Quatrième, Francfort, 26. Cinquième, Leipzig, 25 points. Et puis, vous descendez un peu pour voir la position du club du Togolais Illas Bebou. Hoffenheim, 10e avec 18 points. Et au bas du tableau, on a 14e, Augsbourg, 15 points. 15e, Stuttgart, 14 points. 16e, Hertha Berlin, 11 points. Et Bochum qui se classe 17e avec 10 points. Et le dernier de la classe, c'est Schalke 04,
9 points seulement. Oui, voilà qui est dit en ce qui concerne la Bundesliga qui va disputer sa 15e journée ce week-end. Dernière en attendant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, et ça commence ce soir comme d'habitude. Le vendredi, Mönchengladbach sera face à Dortmund. On aura demain, samedi, le match entre Werder et Leipzig. Offenheim donne rendez-vous à Wolfsburg. L'autre match qu'on peut citer, c'est Leverkusen et Stuttgart. Hertha Berlin a rendez-vous avec Cologne. Face à face entre Augsbourg et puis Bochum. Attention, Bochum a de la confiance ces 2 derniers jours. Absolument. Schalke 04 face au Bayern, on va dire que sur le papier, normalement, ça annonce, on va dire, un match facile pour le leader. Pourquoi pas un score fleuve également. C'est un match entre le premier et puis le 18e. dernier. Il n'y a pas photo. Et puis 2 derniers matchs le dimanche, Mayence Francfort et Fribourg. Union Berlin. Voilà en ce qui concerne la Bundesliga, le calendrier de la 15e journée. Et on va se retrouver, ce serait après la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Peut-être, pourquoi pas, l'Allemagne pourra revenir à la maison avec le trophée. Oui, c'est une possibilité. Hansi Flick est très, très ambitieux pour cette compétition. Et on rappelle qu'en Liga, il n'y aura pas de journée lors de la 15e journée. C'est parti pour le 31 décembre 2022. Et donc, voilà, le calendrier que je viens de donner, c'est beaucoup plus, j'étais beaucoup plus, dans l'anticipation. C'est un peu ça après aussi. La fête. Après la fête. Merci beaucoup de préciser. Et nous parlons désormais de l'avant-dernier majeur. Benvenuto Calcio Italia. En Outre-Alpes, on va s'intéresser à toujours la belle forme du Napoli. Oui, le leader incontesté de la Serie A italienne en ouverture de cette 14e et avant-dernière journée a battu Empoli. Pas de la saison, hein. Non. De la mini-saison. La mini-saison. Allez-y, de cette première partie de saison. Absolument. A battu Empoli 2-0 avec une réalisation de Erwin Lozano, un buteur cette semaine. C'est sur ce même score de 2-0 que Torino a disposé de la Sampdoria. La Fiorentina domine 2-1 la Salernitana. Et l'Inter Milan a atomisé Bologne 6-1. Comme le Bayern. Comme le Bayern et a noté une réalisation de l'Argentin, Lautaro Martinez. Match nul d'1 partout entre Sassuolo et puis l'AS Rome de José Mourinho qui marque le pas. La Juventus en déplacement ramène 3 précieux points chez le Hellas Vérone, 1-0. À noter la deuxième défaite d'affilée de l'Atalanta Bergame qui a été battue par Lecce, 2-1. Puis la Lazio Rome qui s'est offert Monza 1-0. Il y a aussi. Il fallait ça. Il fallait ça. Et, un match nul aussi de 0 but partout entre Cremonese et puis le Milan AC. Alors le classement après la 14e journée de la Serie A donne ceci. Napoli toujours leader avec 38 unités. La Lazio de Rome monte à la 2e position avec 30 points. L'AC Milan suit aussi avec 30 points avec un goal différentiel moins 6 par rapport à la Lazio Rome, la Juventus de Turin 4e, 5e l'Inter Milan avec 27 points, l'Atalanta Bergame occupe la 6e position avec 27 unités également. Alors rapidement au bas de classement il y a Cremonese qui est 18e, la Sampdoria 19e et puis le Hellas Vérone bon dernier avec 5 petits points. Au classement des buteurs, on ne marque pas beaucoup chez nous, hein. Mais il y en a quand même. Mais il y en a quand même. Et Victor Osimhen, le Nigérian, n'a pas marqué cette journée, mais garde la tête du classement des buteurs avec 8 réalisations. Lautaro Martinez devient son dauphin avec 7 réalisations. Et Marko Arnautovic, depuis quelques journées, ne marque plus. Et Kalea a 7 aussi. Milinkovic Savic est le meilleur passeur de la série avec 7 passes délivrées. Gérard Olefeu 6 et puis Philippe Kostic avec la Juventus de Turin qui revient bien avec 5 passes délivrées. La 15e journée. Oui, allez-y, ça se joue cette fin de semaine. Et tout commence ce vendredi à 19h45 avec Empoli qui reçoit Cremonese. Ça devrait passer pour Empoli. Ça devait passer pour Empoli. Demain samedi, le Napoli reçoit l'Udinese à 14h30. À la même heure, Sampdoria joue Lecce. À 19h45, la Sampdoria et Lecce se jouent plutôt à 17h. À 17h, à 19h, un peu plus tôt. À 19h45, Bologna, 12e, joue Sassuolo,
14e dimanche, tout va se jouer à 11h30 avec un gros match entre l'Atalanta Bergame et puis l'Inter Milan. Ah oui, ça, à 14h, on aura Hellas Vérone et puis Spezia, Monza qui reçoit la Salernitana. L'AS Rome offre son hospitalité à Torino. À 17h, le Milan se joue, la Fiorentina, et gros match également en perspective à 19h45 entre le 4e et le 2e, soit la Juventus de Turin et la Lazio de Rome. La Lazio de Rome, désormais 2e, derrière le Napoli. On attend de voir ce que les Bianco Celesti seront capables de faire face aux Bianconeri. Et puis ce tweet de Paul Pogba, on sait très bien qu'il est du côté de la Juve, mais jusqu'à présent, il n'a toujours pas retrouvé le chemin des pelouses, qui dit « Dieu avait un autre plan pour moi, je soutiendrai mon équipe » parce qu'il n'a pas été sélectionné blessé, en tout cas pour le mondial. Il dit qu'il va porter l'équipe de France dans son cœur. Bonne chance à tous les joueurs et au staff. Oui, il n'a pas d'autre choix que de tweeter ou bien que de soutenir l'équipe de France. Il revenait bien après sa longue blessure et après, lors d'un entraînement, il a rechuté. Oui. Maintenant, il a voulu forcer les choses. Il a voulu un tout petit peu forcer les choses. Un tout petit peu, mais le corps l'a lâché. Absolument. Et on connaît très bien le monsieur, c'est un véritable compétiteur qui veut gagner tous les matchs à tous les coups. Maintenant, le corps ne lui a pas laissé cette opportunité-là de pouvoir aller disputer une 2e Coupe du Monde ou bien une 3e d'affilée. Et c'est aussi ça, il va falloir supporter l'équipe-là de loin. Peut-être en 2026. En 2026, pourquoi pas. Et même coup dur également pour Marco Reus de l'Allemagne. Malheureusement, il est jamais verni avec cette équipe d'Allemagne. Chaque fois à la veille d'une grande compétition, il se blesse, alors que c'est un joueur intéressant, un bon frappeur. Marco Reus, malheureusement, va encore rater cette opportunité d'aller exposer son talent au niveau mondial. C'est malheureux pour lui, mais bon, c'est quoi? C'est le corps qui décide. Et il restera à la maison et il va soutenir les siens. Et Mario Götze, lui, fait partie de la liste des Hansi Flick. Il est rentré dans la légende en marquant ce but. Oui, en 2014. Face à l'Argentine en finale. En 2014. Le héros de tout un pays. Voilà, il a disparu un tout petit peu après son passage à Dortmund, Bayern. Là, maintenant, il est à Francfort. Il est à Francfort. C'est un joueur d'expérience. 30 ans. Bon, il n'est pas totalement complètement garé. Bon, si Hansi Flick, avec sa rigueur, lui fait appel, c'est qu'il attend encore quelque chose de lui. Et sûrement qu'il va écouter les consignes de l'entraîneur, comme ça se dit souvent. Bien sûr, bien sûr. Fini pour ce majeur et cette fois-ci, nous bouclons la boucle. Tout à l'info Ligue 1. Info Ligue 1. Avant de faire le débat, on va parler de la Ligue 1 avec l'épisode 15. Lyon joue contre Nice ce soir déjà, avec des matchs à suivre samedi, notamment le Racing Club de Lens face au promu Clermont Foot, et puis Toulouse qui va se déplacer sur la pelouse de Rennes, une équipe en forme en tout cas, dirigée par l'ancien coach de Lyon, le nom m'échappe un Bruno Genesio. Merci beaucoup Bruno Genesio. C'est pour ça qu'on est en équipe là. Ah oui, justement. Quand il y a une brèche, quelqu'un vient la combler. Voilà. Merci beaucoup. Dimanche, Paris Saint-Germain-Auxerre, avant justement le départ des internationaux pour la Coupe du Monde. Lille accueille Angers. Et puis un intéressant, Monaco-Marseille. Marseille qui n'aura pas à avoir Jonathan Klaus pour le... Non, Jonathan Klaus, il n'est pas sélectionné. C'est plutôt Veretout. Et Jordan Veretout et Mandanda. Non, Mandanda, l'ancien Marseille. Guendouzi, voilà, qui sont appelés par Didier Deschamps. C'est aussi leur moment, donc bonne chance à eux, pourquoi pas, de disputer cette Coupe du Monde avec les Bleus, très très attendus et très critiqués en tout cas, cette liste. On reviendra là-dessus lundi avec d'autres informations concernant la liste des Bleus pour ce prochain mondial. Vont-ils être encore champions du monde? Point d'interrogation. Et nous allons débattre désormais les joutes verbales dans Plateau Foot Europe. Plateau Foot Europe sur Sport FM. La tribune où les spécialistes disent tout haut ce que le public pense tout bas. Franck, la question qui vient tout de suite sur le tapis, c'est de savoir que recherchent réellement les supporters dans les stades, la victoire ou le spectacle, selon vous? D'abord, moi, je pense que c'est la victoire qu'ils recherchent. Parce que lorsqu'on vient supporter son équipe,
on a envie que cette équipe gagne, on a envie que cette équipe aligne des performances, aligne des victoires sur victoires pour être champion à l'arrivée dans le championnat sur lequel l'équipe évolue. Donc le premier objectif, c'est de voir son équipe prendre des points, de gagner et de dominer les autres. Maintenant, derrière, lorsqu'on vient également au stade, c'est pour, en deuxième position, voir le spectacle, voir une équipe qui produit du jeu, qui offre l'occasion au public sportif de pouvoir se faire plaisir. Mais au-delà de tout, c'est la victoire qui compte pour les supporters. Ça, c'est l'avis de Franck. Vous, quand vous devez aller regarder un match, qu'est-ce qui, tout de suite, dans votre tête, allez voir sur le terrain? Le spectacle ou forcément la victoire de votre équipe? Si je me mets dans la peau d'un supporter, je dirais que... Pour un moment. Je rappelle que vous êtes un journaliste. Donc, je dirais que mon équipe gagne. Ça, c'est tout naturel. Nous faisons des investissements pour avoir un retour derrière. Et si je me mets à la place d'un simple spectateur, là, je suis allé voir pour voir un spectacle. C'est ce que des équipes comme l'Ajax dans le temps, comme le Barça, comme le Bayern de Munich ont eu à offrir à leur public respectif. Maintenant, vous prenez par exemple des entraîneurs comme Diego Cholo Simeone. On connaît très bien ce que ce coach met en place pour pouvoir donner du plaisir à son public. Vous voyez des rencontres dans lesquelles il harangue surtout ses supporters pour qu'ils puissent apporter leur soutien à ses hommes. Mais ce n'est pas forcément ce jeu-là qu'on attend pour pouvoir avoir ce spectacle-là. Mais pour lui, c'est aller marquer des buts, c'est garer des bus, c'est marquer un but de devant et derrière, tout bloqué. On attend de voir si dans les prochaines années, le football ne va pas forcément retourner à ses racines-là, ce qu'a toujours été une discipline collective, donner du spectacle, du spectacle comme on le dit souvent. Maintenant, chacun a sa manière d'avoir du plaisir. Et pour Diego Simeone, par exemple, comme je viens de le citer, pour avoir du plaisir, c'est bloquer tout, c'est aller marquer un but et revenir rester derrière pour pouvoir sortir vainqueur de ces rencontres. Mais à contrario, si vous prenez Pep Guardiola, je prends juste un exemple, vous prenez Pep Guardiola, c'est d'abord faire le jeu, c'est d'abord faire courir ses adversaires, les épuiser et prendre du plaisir derrière aller remporter un match tout naturellement. Le football béton, on en parle. L'autre coach qui l'a bien incarné, c'est José Mourinho à Porto, à Chelsea, au Real Madrid. Cette façon de jouer, est-ce que parfois aussi, ce n'est pas une fuite en avant parce qu'on n'a pas la solution pour venir à bout de l'adversaire? Chaque entraîneur a sa vision de jeu, a sa philosophie de jeu. Le football, vous le dites si bien, il est universel et on attend que chaque équipe, chaque club produise du spectacle. Maintenant, lorsque les décideurs, les dirigeants veulent enrôler un entraîneur, j'ai envie de dire qu'ils connaissent un peu son profil, sa philosophie en le faisant venir. Donc, vous donnez l'exemple de José Mourinho. Lorsqu'il était à l'Inter Milan, par exemple, il a fait même jouer Samuel Eto'o comme latéral. Ah oui. Et ça a fait le tour du monde, ça a étonné plus d'un. Donc, mais c'est du Mourinho. Il a eu le résultat. Il a eu le résultat. C'est ça qui compte. Il a gagné la Ligue européenne des champions avec cette équipe de l'Inter au moment où personne... La dernière même de cette équipe. La dernière, c'était en 2010. Exact. Donc, je pense que lorsqu'on parle de football, c'est les résultats qu'on retient, c'est les victoires qu'on retient. Et non le spectacle. Non, on ne viendra pas dire oui, cette équipe, voilà, elle a bien joué, elle a fait le spectacle. Mais quand c'est trop bétonné, Franck, aussi, c'est ennuyant. Oui, on n'a même pas envie de suivre, on va dire, un club de Mourinho sur un match de football. Oui. C'est, comme vous le dites, parfois même ennuyant. Mais c'est la vision du jeu de l'entraîneur. Regardez un peu l'équipe de France qui a gagné la Coupe du Monde en 2018. Même en venir avec Didier Deschamps.
C'est le même scénario. C'est du football béton. La France n'a rien produit comme jeu, mais à l'arrivée, elle a gagné la Coupe du Monde. C'est l'objectif. Aujourd'hui, on en parle. La France est championne du monde. Est-ce que ce n'est pas dénaturer l'essence même du football, le football qui rime avec le spectacle? Le football rime avec le spectacle parce que lorsqu'on met le ballon au centre, on sait que, d'un côté, il va peut-être y avoir un club qui défend et de l'autre, il va y avoir un club qui fait le jeu, qui produit le jeu. Parce que là, ça dépend des objectifs qu'on a et des résultats qu'on attend. Lorsque vous prenez aujourd'hui, Dela a donné l'exemple, Pep Guardiola, lui, sa philosophie de jeu, c'est de pouvoir dominer l'adversaire. Tout comme Jürgen Klopp également. Jürgen Klopp, c'est d'avoir le ballon, c'est de faire courir l'adversaire dans tous les sens et après marquer des buts. Oui, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Souvent, il fait face à des équipes qui bloquent les couloirs, qui font un football béton et qui le contraignent à la défaite. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça dépend également des joueurs dont on dispose. D'accord. Faire le football, on va dire, uniquement offensif et un football de possession. Si vous n'avez pas les joueurs, le profil de joueur qui répond à ces genres de philosophie de jeu, vous ne pouvez pas. Donc voilà pourquoi certains entraîneurs, compte tenu des moyens qu'on lui donne, il ne va pas chercher les virtuoses, il ne va pas chercher les génies, mais il fait avec ce qu'il a sous la main. Et par rapport au championnat, par rapport au cadre, il met des joueurs en place pour pouvoir, on va dire, bloquer l'hégémonie, peut-être par exemple d'un Paris Saint-Germain, bloquer peut-être l'hégémonie d'un Manchester City, d'un Liverpool. Donc ça dépend des joueurs dont on dispose et puis des entraîneurs qui souvent ne lâchent rien par rapport à leurs convictions, comme Diego Simeone par exemple, comme José Mourinho par exemple. Ce sont des exemples patents. Hein. On reste sur le cas Diego Simeone, il y a João Félix, on connaît le talent du joueur, sa façon de disputer les matchs, mais à un moment donné, il n'était pas du tout d'accord par rapport à tout ce que proposait son entraîneur. Il a même voulu claquer la porte de l'Atlético de Madrid. Et quand vous avez des joueurs aussi talentueux, mais les faire jouer de façon défensive, mais il y a un gros souci là. Mais vous avez beau laver le charbon, il ne deviendra jamais blanc. C'est ce qui est Diego Simeone. Lui, on connaît très bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a été milieu de terrain farouche à l'époque en tant que joueur. Tout comme Gennaro Gattuso. Du genre Gattuso, oui. Je ne sais pas, mais l'Atlético de Diego Simeone n'a jamais produit le jeu. Mais aujourd'hui, vous prenez cet effectif, vous avez des joueurs de qualité et des manières de ballon. Vous avez cité tout de suite João Félix, il y a Angel Correa, il y a Thomas Lemar, il y a Alvaro Morata, il y a même Yannick Ferreira Carrasco qui sont véritablement des manières de ballon. Et des joueurs offensifs. Des joueurs offensifs, mais derrière le plan de jeu que le monsieur met toujours en place, c'est toujours rester derrière et se projeter rapidement vers l'avant. Si ce plan-là ne fonctionne plus vraiment comme ça a eu son impact par le passé pour pouvoir aller disputer même deux finales de Ligue des Champions. Ils n'ont pas gagné ces deux finales. Ils ne l'ont pas gagné. À part le championnat d'Espagne et la Ligue Europa. Et la Ligue Europa. Bon, ça a gagné quand même. Ça a gagné. C'est vrai, mais c'est parce que aussi ces joueurs qui sont des manières de ballon qui ne jouent plus forcément avec leur propre profil. Et dans leur registre. Ils sont fatigués. Vous prenez Antoine Griezmann, par exemple. Quand il est arrivé du côté de l'Atlético Madrid, de la Real Sociedad, c'est un joueur qui jouait dans un milieu qui disputait le ballon, qui jouait le ballon. Mais quand il est arrivé, il a eu beaucoup de temps pour pouvoir s'adapter au profil de Diego Simeone. Et quand il s'est véritablement adapté à ce schéma de jeu-là, il a été beaucoup plus tranchant. Mais quand il est parti entre-temps du côté du Football Club Barcelone, et on a vu que cela n'a pas forcément fonctionné. Et derrière, on sent que ces joueurs-là, quand vous n'êtes pas joyeux, c'est difficile de pouvoir performer sur le terrain. Et on voit très bien cela avec le João Félix. Quand on voit la prestation que le Portugais avait fait du côté de Benfica. Il est en dessous totalement. Il est complètement en dessous de ces performances-là. Et aujourd'hui, je pense que c'est surtout le plan de jeu qui cause problème, surtout à cette équipe d'Atlético Madrid. Et jusqu'à quand va-t-on voir ce genre de football-là? Est-ce qu'on va revenir enfin au football des années 50, 60, où il y avait des artistes, notamment les Johan Cruyff, les autres grands joueurs, les Pelé, Maradona, ou entre autres un certain Ronaldinho?
J'ai peur que cela ne soit pas le cas parce qu'aujourd'hui, le football est devenu tellement scientifique. On calcule, on fait beaucoup trop de calculs derrière parce que là, on avait ces genres de football dans le temps parce que c'était forcément parti de la rue. D'accord. Ou de la rue parce qu'il y a des techniciens. C'était pas dans l'ordinateur, tout ce qui était informatique aujourd'hui. On ne fait que jouer. Lorsque vous prenez par exemple le Brésil, ben, à la Garrincha, plage, Socrates, à la plage tous les autres. Copacabana, de Rio de Janeiro, on voit des jeunes qui s'amusaient avec le ballon. Le ballon. Vous prenez le jeu de Ghana, c'est un peu la même chose. Presque, on joue dans la rue, on crée des choses, on joue. Mais aujourd'hui, c'est trop calculé. Ça part de l'ordinateur. On fait beaucoup de calculs. On ne dort pas. Et on dénature même certains joueurs. On dénature certains joueurs, comme vous le dites. Donc, je pense que il y a beaucoup d'argent dans le foot maintenant. Et le fait de vouloir chaque fois gagner, le fait de vouloir chaque fois être le premier, ben, parfois, la philosophie défensive prend le pas sur la philosophie offensive. Même si certains coachs privilégient toujours, on va dire, le jeu de possession, la technique, et puis la rigueur derrière, comme Pep Guardiola et puis Jürgen Klopp. Donc, j'ai peur qu'on nous retrouve totalement qu'un football de domination, de possession, de spectacle, parce que derrière, il y a des objectifs, il y a des sponsors qui veulent quand même que vous atteigniez, on va dire, un cap, vous atteignez, on va dire, les quarts de finale d'une Coupe du Monde ou bien d'un championnat. Ça va être très difficile parce que derrière, il y a des gens qui sont là et qui vous poussent à faire peut-être des choses que vous ne voulez pas faire. Vous l'avez dit, hein, l'argent est au cœur du foot aujourd'hui et ça devient de plus en plus compliqué, trop calculé. Des 9 nominaux, on a du mal également à en trouver aujourd'hui pour leur permettre de mieux s'exprimer. Tout est bétonné un peu partout. Oui, c'est un peu compliqué aujourd'hui. Hein. Si vous ne prenez pas le passé, c'est vrai qu'il y avait des défenseurs des métiers qui ne laissaient pas forcément la voie libre aux attaquants. Mais avant, ça marquait beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut dire aussi que le football est devenu beaucoup plus ouvert avec des défenseurs entre griffes qui ne sont plus méchants sur l'homme. D'accord. Si vous prenez Vigit par le passé, à l'époque, c'était quelqu'un qui était prêt à sacrifier sa vie sur le terrain. Il a dit entre-temps qu'il préfère être blessé sur le terrain que de laisser l'adversaire pour aller marquer. Même Carles Puyol, Sol Campbell, Tony Adams. Tous ces joueurs-là, par le passé, ils étaient beaucoup plus durs, mais aujourd'hui, c'est difficile de pouvoir trouver un attaquant de fixation, à savoir Robert Lewandowski ou bien Karim Benzema, mais surtout un attaquant de fixation comme Robert Lewandowski pour aller marquer à tous les coups. C'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de pouvoir trouver ces profils de joueurs-là. Mais attention, le football a toujours resté ce qu'il est. Le spectacle et l'ambiance. Et surtout ça, parce que les supporters n'ont besoin que de ça en s'asseyant devant leur télévision ou en accédant aux tribunes des stades. Messieurs, on est arrivé au terme de ce nouveau numéro. Dès là, on va vous permettre de saluer quelques personnes chères à vous. Oui, c'est un plaisir de toujours venir ici partager le plateau avec vous. Oui, merci beaucoup. Je vais saluer Souanou Kodjo Marcelin, Jean Amédée Ignace Mpati, Roland Aziablé alias Tipoté, c'est un Italien d'Alam. je salue également les amis de la plateforme et surtout bisous à maman à la maison. Merci beaucoup Franck. Oui, bonjour à Esther Kamatari, bonjour à Basile Ayebois, bonjour à Jean-Luc, bonjour à Mohamed Ampoule. Marseille joue contre Monaco. Excellent week-end. Le match a lieu. Merci messieurs. Un clin d'œil à Papa Até, à Elinero et puis à Raymond Assiobo. Merci mon cher Elom Adovon. La vidéo de l'émission est à retrouver sur la plateforme de Sport FM. Grand merci également à Théo Ajavon. On se donne rendez-vous lundi, même chaîne, même heure. À très bientôt. Ciao, ciao.